La plume glissait sur le papier vélin avec une lenteur funeste, chaque courbe de la signature d'Amélie traçant les barreaux de sa propre cage dorée. Dans le silence opulent de la bibliothèque du prince Mathieu, seul le crissement de la pointe sur la page osait troubler l'air lourd, chargé d'un parfum de cuir ancien et de victoire froide. La lumière de l'après-midi, filtrant à travers les immenses vitraux, se posait sur ses doigts tremblants, une trahison de son calme apparent. Elle ne levait pas les yeux, incapable d'affronter le regard d'ambre et de glace de l'homme qui se tenait de l'autre côté de la table en acajou. Cet homme, qu'elle avait un jour rejeté avec la cruauté de la jeunesse et du pragmatisme, était désormais son maître. Le contrat n'était pas un pacte, mais une sentence. En apposant son nom, elle ne devenait pas son épouse, mais sa possession, le plus précieux trophée de sa vengeance méticuleusement orchestrée. La dernière lettre s'acheva, un point final à sa liberté. Mathieu observait chaque mouvement, chaque frémissement de ses cils, savourant ce moment avec une patience de prédateur. La femme qui l'avait publiquement émasculé par ces mots, celle qui avait déclaré qu'un trône sans héritier était un trône mort, était maintenant à sa merci, signant l'acte de sa propre soumission. Son orgueil, blessé au fer rouge par le diagnostic des médecins et par le mépris d'Amélie, trouvait enfin sa réparation. Il ne voyait plus la brillante héritière parisienne qui l'avait fasciné, mais le symbole de son humiliation passée, une dette qu'il venait de racheter corps et âme. Le pouvoir qu'il exerçait sur elle était bien plus enivrant que n'importe quelle conquête financière. C'était une revanche personnelle, intime, une façon de combler le vide que son propre sang ne pouvait remplir. Il avait acheté sa ruine pour pouvoir la rebâtir à son image. Une épouse silencieuse, un magnifique objet à ses côtés, rappel constant de sa puissance retrouvée. Une fois la plume posée, Amélie sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. La façade de dignité qu'elle avait maintenue menaçait de se fissurer à chaque seconde. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, au-delà de laquelle les jardins du palais s'étendaient dans une perfection glaciale, une nature domptée, tout comme elle. Elle était prisonnière de ce luxe, une captive dans un décor de conte de fées qui n'était en réalité qu'un mausolée pour son indépendance. La honte brûlait sous sa peau, plus vive que la peur. Elle s'était crue invincible, protégée par son nom et sa fortune, mais Mathieu avait su trouver la faille la plus profonde et s'y était engouffré avec une précision chirurgicale. Elle avait joué avec le feu de son orgueil et s'était consumée. Dans le reflet de la vitre, elle ne vit pas son propre visage, mais celui d'une étrangère, une femme dont le destin ne lui appartenait plus, suspendue au caprice d'un prince au cœur brisé. Si cette histoire de fierté brisée et de destin scellé par la vengeance a déjà commencé à faire vibrer votre cœur, si vous ressentez la tension qui crépite sous chaque silence et chaque regard échangé, alors nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer des secrets qui seront bientôt révélés. Aimez cette vidéo pour nous montrer votre soutien et partagez en commentaire ce que vous espérez pour Amélie, prise au piège entre son passé et un avenir imposé. Votre présence nous donne la force de continuer à tisser ces récits où l'amour et la douleur s'entremêlent de la plus belle des manières. Rejoignez notre communauté et plongez avec nous dans les méandres des passions humaines, là où chaque contrat peut cacher une promesse et chaque vengeance, une chance de rédemption. Votre voyage à nos côtés ne fait que commencer, et les émotions les plus intenses restent encore à venir. Le silence fut rompu par la voix de Mathieu, un timbre grave et dénué de toute chaleur qui coupa l'air comme une lame de glace. Le contrat est signé. À partir de maintenant, vous êtes la princesse Amélie. Votre rôle est simple. Vous serez à mon bras lors des réceptions. Vous sourirez aux photographes et vous jouerez le rôle de l'épouse dévouée. Votre vie privée, vos pensées, vos désirs ne m'intéressent pas. Vous êtes une façade, Amélie, une très belle façade, pour restaurer l'honneur que vous avez tenté de me prendre. Il se leva, contourna la table et déposa devant elle une clé en or lourde et ouvragée. Ceci n'est pas la clé de votre nouvelle maison, mais celle de vos appartements. Vous y trouverez tout ce dont une princesse peut rêver, sauf la liberté de partir. Son regard la cloua sur place, un mélange de mépris et d'une étrange, presque douloureuse, lueur de triomphe. Elle resta seule dans l'immense bibliothèque, la clé froide pressée contre la paume de sa main. L'encre sur le parchemin était sèche,
le pacte irréversiblement scellé. 2 ans. 24 mois à vivre comme une ombre dans ce palais étincelant, sous le joug de l'homme dont elle avait brisé le cœur et qui, en retour, venait de pulvériser son existence. La porte massive s'était refermée derrière lui, emportant avec elle le dernier souffle de son ancienne vie. Comment en était-elle arrivée là? Elle, Amélie de Valois, héritière d'un empire, femme d'affaires redoutable, comment avait-elle pu chuter si bas, au point de devenir la monnaie d'échange de sa propre survie? Pour comprendre la genèse de cette chute vertigineuse, il fallait remonter le fil du temps, 3 ans plus tôt, lors d'une soirée de gala où une seule phrase, prononcée avec arrogance, avait allumé l'incendie qui la consumait aujourd'hui. 3 ans plus tôt, le monde appartenait à Amélie. Le grand salon de l'Opéra Garnier scintillait sous le poids des lustres en cristal, un univers de soie, de diamants et de murmures ambitieux. Elle se déplaçait dans cette mer de puissance avec une aisance de reine, sa robe d'un bleu nuit captant la lumière comme un ciel étoilé. Son nom Valois était une clé qui ouvrait toutes les portes, une garantie de respect et d'admiration. Elle était l'incarnation du succès parisien, belle, brillante, impitoyable en affaires et pragmatique en amour. Ce soir-là, elle était au sommet, célébrant une fusion qui la plaçait au-dessus de tous ses rivaux. Chaque sourire était une stratégie, chaque conversation une manœuvre. Elle ne voyait pas les visages, mais les opportunités, les alliances, les faiblesses. L'air était saturé du parfum des lys et du champagne, une fragrance de victoire qu'elle croyait éternelle, ignorant que dans cette même pièce, son destin allait basculer sur un seul mot, une seule cruauté. Le piège s'est refermé lorsqu'un journaliste, avide de sensationnel, l'a interrogé sur ses liens avec le prince Mathieu. Sa réponse, prononcée avec un calme glacial, a traversé la salle comme une détonation. Un trône sans héritier est un trône vide. Mon avenir doit être fertile, en affaires comme en famille. Ces mots, calculés et tranchants, n'étaient pas seulement un rejet, mais une condamnation publique. Elle a vu le visage de Mathieu se figer à quelques mètres de là, son regard d'ambre s'assombrir d'une blessure si profonde qu'elle aurait dû la terrifier. Mais l'orgueil l'aveuglait. Elle n'a vu que la confirmation de sa propre logique implacable, le sacrifice nécessaire d'un sentiment pour la pérennité d'un empire. Elle a tourné les talons, laissant derrière elle un homme brisé et le silence choqué de l'aristocratie européenne. Cet instant de triomphe arrogant fut la première pierre de sa propre prison, l'écho de cette phrase devenant le marteau qui allait, pièce par pièce, démolir son existence. La chute ne fut pas immédiate, mais lente et insidieuse, comme un poison s'infiltrant dans les veines de son empire. Les premiers signes furent discrets, un contrat majeur qui lui échappait, qu'un investissement prometteur qui s'effondrait inexplicablement. Des partenaires de longue date, devenant soudainement distants et méfiants. Une main invisible semblait saboter ses fondations, retournant ses stratégies contre elle. Les nuits blanches passées à scruter des chiffres en chute libre devinrent sa nouvelle réalité. Le parfum du succès fut remplacé par l'odeur âcre de l'anxiété et du café froid. Les salles de réunion, autrefois témoins de ses triomphes, se vidaient, emplies d'un silence accusateur. Elle se battait avec la férocité d'une lionne pour protéger ce qu'elle avait construit. Mais chaque victoire était éphémère. Chaque rempart érigé s'effritait face à une force patiente et implacable qu'elle ne parvenait pas à identifier, une ombre vengeresse qui attendait son heure. Puis vint le coup de grâce. La faillite de la banque qui détenait la majorité de ses actifs, une institution jugée intouchable, a tout emporté. Du jour au lendemain, son nom n'était plus synonyme de pouvoir, mais de scandale. Les journaux qui avaient chanté ses louanges se délectaient maintenant de sa déchéance, publiant des photos d'elle quittant son hôtel particulier, le visage dissimulé derrière des lunettes noires. Les portes qui s'ouvraient autrefois en grand se fermaient avec un claquement sec. La honte était une brûlure constante, un rappel cuisant de son arrogance passée. Elle était seule, abandonnée par ceux qui l'avaient courtisée au sommet de sa gloire. La pauvreté matérielle n'était rien comparée à la misère de l'isolement. Elle avait perdu son empire, son statut, sa réputation. Elle n'était plus qu'une silhouette anonyme dans les rues de Paris, hantée par le souvenir de la femme qu'elle avait été et terrifiée par celle qu'elle était devenue. Elle trouva refuge dans un petit appartement du Marais, dont les murs semblaient encore imprégnés des vies modestes qui l'avaient précédée. Loin du luxe ostentatoire de son ancienne existence,
elle découvrit une autre forme de richesse, une autre raison de se battre. Car Amélie n'était plus seule dans sa chute. Elle portait un secret, un miracle silencieux qui avait fleuri au cœur du chaos. Sa lutte n'était plus pour le pouvoir ou l'argent, mais pour la survie de deux petites vies qui dépendaient entièrement d'elle. Chaque matin, la peur la saisissait à la gorge, la peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins, la peur que le monde découvre leur existence et les lui arrache. Cette angoisse était sa compagne constante, mais elle était aussi son carburant. Pour eux, elle endurait l'humiliation, le froid, la faim. Elle était passée d'héritière orgueilleuse à mère protectrice, une transformation née de la ruine et animée par un amour inconditionnel. Un soir de pluie, alors que ses dernières économies s'épuisaient, une enveloppe épaisse fut glissée sous sa porte. Le papier était lourd, luxueux, et le sceau de cire portait les armoiries d'une principauté qu'elle connaissait trop bien. Son cœur cessa de battre. Ce n'était pas une lettre de créancier, mais une convocation. Le prince Mathieu demandait à la voir. Une vague glaciale de compréhension la submergea. Ce n'était pas le hasard qui avait orchestré sa ruine, mais une vengeance méticuleuse, patiemment tissée pendant 3 longues années. L'homme qu'elle avait publiquement humilié avait racheté ses dettes, sa vie, et venait maintenant réclamer son dû. Il n'y avait aucune issue, aucune échappatoire. En se préparant à le rencontrer, elle savait qu'elle ne se rendait pas à un rendez-vous, mais à une exécution. Elle allait devoir affronter le fantôme de son passé, sachant que le prix de sa survie serait sa propre âme. Un pacte signé avec le diable qu'elle avait elle-même créé. Le taxi la déposa devant un gratte-ciel de verre et d'acier qui transperçait les nuages parisiens, une tour impersonnelle et glaciale qui était le nouveau trône de Mathieu. Chaque pas qu'elle faisait sur le parvis en granit poli résonnait comme un coup de marteau sur l'enclume de son destin. L'air, saturé des odeurs de la ville et de la pluie fine, semblait se raréfier à mesure qu'elle approchait des portes monumentales. Le hall d'entrée était une cathédrale de marbre et de silence, un espace si vaste et si froid qu'il semblait conçu pour écraser l'individu, pour lui rappeler son insignifiance. Elle se sentait dépouillée non seulement de sa fortune, mais de son armure. La femme qui traversait ce lieu n'était plus l'héritière conquérante, mais une suppliante convoquée par son bourreau. Son cœur battait une chamade sourde et douloureuse contre ses côtes, un oiseau en cage paniqué, tandis qu'un ascenseur silencieux l'emportait vers le sommet, vers l'homme qui tenait sa vie entre ses mains. Il l'attendait dans un bureau panoramique qui dominait Paris, la ville entière étendue à ses pieds comme un tapis de conquête. Mathieu se tenait de dos, les mains croisées derrière lui, contemplant la vue à travers l'immense baie vitrée. Il ne se retourna pas immédiatement lorsqu'elle entra, la laissant mariner dans le silence, dans l'attente, la forçant à mesurer la distance qui les séparait désormais. Le bureau était à son image, minimaliste, puissant, sans une once de chaleur. Un parfum de cèdre et de cuir flottait dans l'air, une odeur masculine et autoritaire qui la suffoqua. Quand il se tourna enfin, son regard ambre la balaya de la tête aux pieds. Un examen lent, clinique, qui la mit à nu. Il n'y avait aucune trace de l'homme qu'elle avait connu, seulement un prédateur au calme terrifiant, dont le visage était une toile impassible où se lisait une satisfaction glaciale. Sa première impression fut celle d'un étranger, un roi impitoyable, forgé par la blessure qu'elle lui avait infligée. Sa voix, lorsqu'il parla, était plus profonde, plus dure qu'elle ne s'en souvenait, chaque mot soigneusement pesé pour infliger le maximum de dégâts. « Amélie, vous voir ici dans mon bureau après tout ce temps. C'est une vision que j'ai longuement savourée. Vous avez bâti un empire sur le pragmatisme, n'est-ce pas? Alors soyons pragmatiques. Votre monde s'est effondré. Chaque dette, chaque créancier, chaque action dévaluée de votre ancienne vie m'appartient désormais. Vous n'avez plus rien, ni nom, ni fortune, ni avenir. » Il s'approcha, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle sente la chaleur émanant de son corps, un contraste saisissant avec la froideur de son ton. « Je vous offre une issue, une seule, un contrat. Vous deviendrez ma femme, ma princesse, pour 2 ans. En échange, je ne vous jetterai pas à la rue. Je vous donnerai une cage dorée. » La proposition n'en était pas une. C'était un ultimatum, une chaîne qu'il lui tendait avec un sourire dépourvu de toute joie. Le souffle se coinça dans la gorge d'Amélie, chaque mot de Mathieu s'enfonçant en elle comme des éclats de verre. La cage dorée. L'expression était si juste, si cruelle. Une partie d'elle voulait hurler, le gifler,
retrouver la flamme arrogante qu'il avait autrefois définie. Mais cette flamme était presque éteinte, noyée sous des mois de peur et de désespoir. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir l'intensité de son regard victorieux. Cependant, une image fulgurante traversa son esprit. 2 paires de petits yeux la regardant avec une confiance absolue, 2 petits corps endormis dans leur berceau. Ce n'était plus seulement sa fierté qui était en jeu, c'était leur sécurité, leur avenir. Pour eux, elle pouvait endurer n'importe quelle humiliation. Elle sentit une force nouvelle, née non de l'orgueil, mais de l'amour maternel, monté en elle. Elle redressa lentement la tête, son expression n'étant plus celle d'une victime, mais d'une combattante prête à signer un pacte avec le diable pour protéger ses anges. Le changement dans son regard ne lui échappa pas. Pour la première fois depuis son entrée, une fissure apparut dans le masque de glace de Mathieu. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, à la rage d'une reine déchue. Il ne s'attendait pas à cette dignité silencieuse, à cette résilience farouche qui brillait dans ses yeux assombris. Il vit la femme qu'il avait jadis aimée, celle dont l'intelligence et la force l'avaient captivé bien avant que son orgueil ne la rende cruelle. Cette lueur de défi le déstabilisa, ravivant une étincelle de l'ancienne attraction qu'il croyait avoir anéantie sous des couches de ressentiment. Pendant un instant suspendu, il n'était plus le vainqueur et la vaincue, mais simplement un homme et une femme liés par un passé douloureux et une tension palpable, un courant électrique qui crépitait dans l'air entre eux. Il sentit le besoin de briser ce moment, de réaffirmer son contrôle avant que cette connexion indésirable ne sape les fondations de sa vengeance. Il recula d'un pas, le visage de nouveau dur et impénétrable, et jeta un document relié sur le bureau en bois sombre entre eux. « Voici votre contrat, lisez-le. Chaque clause est conçue pour vous rappeler votre place. Vous n'avez pas le droit de refuser. Un seul mot de votre part, un seul signe de rébellion, et je m'assurerai que même les ruines de votre ancienne vie soient réduites en poussière. Vous n'existerez plus, Amélie. Vous et tout ce qui vous est cher disparaîtrez. La menace était claire, directe, et elle visait juste. Tout ce qui vous est cher. » Il ne savait pas à quel point ces mots étaient vrais. Elle s'approcha de la table, ses doigts effleurant le papier glacé du contrat. C'était sa sentence, mais c'était aussi le salut de ses enfants. Elle prit le stylo qu'il lui tendait, sa main ne tremblant plus de peur, mais de détermination. Elle le regarda une dernière fois, un défi muet dans les yeux, avant de baisser la tête pour signer, scellant ainsi son destin pour sauver le leur. La clé d'or tourna dans la serrure avec un déclic qui sonna comme le verrou d'une cellule. Amélie pénétra dans ses appartements, un royaume de soie et d'or, qui n'était en réalité qu'une symphonie silencieuse de marbre et de solitude. Les plafonds vertigineux, ornés de fresques délicates, semblaient l'observer avec une indifférence royale. Une immense baie vitrée donnait sur les jardins géométriques du palais, une nature parfaitement maîtrisée, comme elle devait désormais l'être. Chaque objet luxueux, du lit à baldaquin drapé de velours au lustre en cristal qui fragmentait la lumière en 1000 éclats froids, était un rappel muet de sa nouvelle condition. Elle n'était pas une princesse, mais un objet de collection, la plus exquise des pièces dans le musée personnel de la vengeance de Mathieu. Elle se tint au centre de la pièce, droite et immobile, refusant de laisser ce luxe l'écraser, son silence devenant la première arme de sa résistance passive, une forteresse intérieure que son geôlier ne pourrait jamais conquérir. Le premier dîner fut un champ de bataille feutré. Servis dans une vaisselle en porcelaine fine, sur une table interminable, ils étaient seuls, séparés par un océan de bois laqué et de candélabres scintillants. Mathieu tenta de la sonder, ses questions polies étant des pics destinés à la faire vaciller. « J'espère que vos appartements sont à votre convenance. » Elle répondit d'une voix neutre, sans le regarder directement, fixant plutôt la flamme vacillante d'une bougie. « Ils sont le reflet de votre générosité, Altesse. » Chaque mot était pesé, chaque syllabe une parade. Il sentait sa résistance, ce mur de glace qu'elle érigeait entre eux, et cela l'exaspérait autant que cela le fascinait. Il voulait la voir brisée, implorante, mais elle lui offrait une dignité de marbre. L'air crépitait de leur guerre non déclarée, une tension si palpable que le bruit des couverts sur les assiettes semblait assourdissant, chaque silence entre eux s'étirant en une éternité de défis et de désirs refoulés. L'isolement fut de courte durée.
Quelques jours plus tard, la tante de Mathieu, la duchesse Isabelle, une femme dont la posture rigide et le regard d'acier semblaient taillés dans le même roc que les fondations du palais, vint prendre le thé. C'était une inspection, pas une visite de courtoisie. Ses yeux perçants analysaient Amélie, cherchant la moindre faille dans la façade de la nouvelle princesse. La conversation était un ballet diplomatique, où chaque phrase cachait une question, chaque sourire un jugement. C'est Isabelle qui annonça l'épreuve à venir. Le bal royal de la Charité aura lieu dans quelques semaines. Ce sera votre première apparition officielle. Toute l'Europe aura les yeux rivés sur vous, ma chère. Il est impératif que vous soyez parfaite. La menace était à peine voilée. Amélie sentit le poids des attentes, la pression de cette cour impitoyable, mais elle se contenta de hocher la tête avec un calme souverain, comprenant que ce bal ne serait pas une célébration, mais son premier passage sur le grill public. Mathieu l'observait souvent en secret, depuis l'embrasure d'une porte ou le reflet d'une fenêtre. Il la voyait déambuler dans la bibliothèque, ses doigts effleurant les reliures en cuir sans choisir de livre, ou se tenir immobile sur le balcon, le regard perdu vers un horizon qu'il lui avait volé. Dans ces moments de solitude, il ne voyait plus le trophée de sa vengeance, mais la femme qu'il avait autrefois ensorcelée par son esprit vif et sa force indomptable. Une part de lui, qu'il croyait morte et enterrée sous des couches de ressentiment, se réveillait à son contact. Il était troublé par la persistance de son attirance, une braise qui refusait de s'éteindre sous la cendre de sa haine. Ses instants de faiblesse le mettaient en rage. Il se forçait alors à se souvenir de l'humiliation publique, du rire de ses rivaux, de la douleur froide qu'il avait consumée pendant 3 ans. Il devait rester le maître du jeu, l'architecte de sa punition, avant que son propre cœur ne le trahisse à nouveau. Amélie, de son côté, n'était pas une captive passive. Sa survie et celle de ses enfants dépendaient de sa discrétion. Elle avait réussi à conserver un téléphone secret, son unique lien avec le monde extérieur, avec la nourrice qui veillait sur ses jumeaux dans un quartier modeste de Paris. Ses appels étaient brefs, murmurés tard dans la nuit, lorsque les ombres du palais étaient ses seuls complices. Elle organisait des sorties sous de faux prétextes, des visites à des œuvres de charité fictives, des moments volés où elle pouvait se rendre à la crèche et observer de loin à travers une vitre les 2 êtres qui donnaient un sens à son sacrifice. Ce manège n'échappa pas à Mathieu. Il remarqua son comportement évasif, ses absences inexpliquées, le regard furtif qu'elle jetait par-dessus son épaule. La suspicion commença à germer dans son esprit, une graine empoisonnée de jalousie et de méfiance. Il ne pouvait imaginer son véritable secret, mais il était déterminé à découvrir ce que sa prisonnière lui cachait avec tant d'acharnement. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis sa signature, transformant le palais en une arène où chaque jour était une nouvelle bataille psychologique. La dynamique entre eux était un équilibre précaire entre une haine froide et une fascination réticente, une dépendance mutuelle forgée dans le ressentiment. La duchesse Isabelle restait une ombre menaçante, le rappel constant des devoirs et des apparences à maintenir. Le bal royal de la Charité approchait à grands pas, n'étant plus qu'à quelques jours. L'atmosphère était électrique, chargée d'une attente lourde de menaces. Ce bal serait le théâtre de leur confrontation la plus publique. Mathieu comptait y asseoir définitivement son pouvoir sur elle, lui montrer devant le monde entier qu'elle lui appartenait. Il ignorait qu'Amélie, poussée par le désespoir de protéger son secret, était sur le point de commettre une imprudence qui allait tout faire basculer, transformant sa vengeance en une quête de vérité bien plus douloureuse. Si le destin tourmenté d'Amélie et la vengeance complexe du prince Mathieu vous tiennent en haleine, si vous avez senti le frisson de cette guerre silencieuse, alors partagez dans les commentaires la scène qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre avis est précieux. Aimez cette vidéo pour nous encourager et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire où chaque secret révélé est une blessure de plus. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre qui promet d'être encore plus intense. Merci de nous suivre dans cette aventure passionnée. Le soir du bal royal de la Charité, le palais était une constellation de diamants et d'hypocrisie. Amélie, dans une robe de velours émeraude qui contrastait avec la pâleur de son visage, était un joyau magnifique et sans âme au bras de Mathieu. Chaque pas sur le sol de marbre poli était une épreuve. Chaque regard posé sur elle une inquisition. Elle sentait le poids de centaines de paires d'yeux, des murmures qui ondulaient dans son sillage.
comme des serpents dans l'herbe haute. Mathieu la tenait fermement, sa main sur le bas de son dos n'étant pas un geste de tendresse mais de possession, un rappel constant qu'elle était sa propriété, exhibée pour le monde. L'air saturé du parfum des orchidées blanches et du champagne était irrespirable, une pression invisible qui menaçait d'écraser sa cage thoracique. Elle jouait son rôle à la perfection, son sourire un masque de porcelaine figée, mais à l'intérieur, son âme criait en silence, piégée dans cette pantomime cruelle de bonheur conjugal. La duchesse Isabelle, telle une reine araignée tissant sa toile, choisit son moment avec une précision diabolique. Entourée d'un cercle influent de dignitaires et d'aristocrates, elle attira Amélie dans une conversation en apparence anodine. Puis, sa voix, douce comme du miel empoisonné, laissa tomber l'accusation. « Ma chère Amélie, nous nous inquiétons pour vous. Vos fréquentes escapades dans les quartiers populaires de Paris, vos appels secrets. Un prince se doit d'avoir une épouse dont la loyauté est irréprochable. Dites-nous de qui est-il, cet homme qui requiert tant de votre discrétion ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. L'insinuation était claire, venimeuse, et parfaitement calculée pour la détruire. Elle ne parlait pas d'enfant, mais d'un amant, une trahison bien plus scandaleuse aux yeux de cette cour. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds, le visage de la duchesse flottant devant elle, un masque de fausse sollicitude et de triomphe malveillant. L'humiliation fut instantanée et totale. Le murmure devint un sifflement collectif, un jugement prononcé sans procès. Les visages d'autour d'elle se transformèrent, la curiosité laissant place à un mépris glacial, à une satisfaction sadique. Elle était la parvenue, l'étrangère, l'usurpatrice, et ils avaient enfin trouvé une raison de la bannir de leur cercle fermé. Chaque regard était un poignard, chaque silence une condamnation. Elle se sentit dépouillée, exposée sous les lumières crues des lustres, sa dignité arrachée et piétinée devant l'élite de l'Europe. La chaleur de la honte monta à ses joues, une brûlure insupportable qui lui donnait envie de disparaître, de s'effondrer. C'était pire que la ruine financière, pire que le contrat. C'était la destruction de son être, l'anéantissement de son honneur par une calomnie qu'elle ne pouvait réfuter sans révéler un secret encore plus grand et plus dangereux, le secret de ses enfants. Dans ce tourbillon de haine feutrée, son regard chercha désespérément celui de Mathieu. C'était un appel muet, une supplique silencieuse pour qu'il la défende, non par amour, mais par orgueil, pour protéger le nom qu'elle portait désormais. Elle vit la surprise sur son visage, puis l'hésitation, suivie d'un éclair de suspicion qui lui brisa le cœur. Ses propres doutes sur ses absences, nourris par sa jalousie et sa méfiance, prirent le dessus. Il se souvint de ses mensonges, de son comportement fuyant, et il ne dit rien. Son silence fut l'arme qui lui porta le coup de grâce. En ne la défendant pas, il validait l'accusation. Il la livrait au loup, la sacrifiant sur l'autel de sa propre vengeance et de ses doutes. Pour Amélie, cette trahison silencieuse fut plus violente que n'importe quelle insulte, la confirmation qu'elle était seule, absolument et irrémédiablement seule dans cette cage dorée. La force qui lui restait se concentra en un unique instinct, fuir. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer, de la voir s'effondrer. Avec une dignité qui semblait puiser à la source même de son désespoir, elle se dégagea doucement du cercle qui l'enserrait. Elle adressa un léger hochement de tête à la duchesse, un geste de défi glacial qui figea le sourire sur les lèvres de la vieille femme. Puis, sans un regard pour Mathieu, elle tourna les talons. Elle traversa la salle de bal, une silhouette solitaire en velours émeraude, fendant une mer de regards hostiles. Le son de ses talons sur le marbre était la seule musique qui accompagnait sa retraite, chaque claquement un battement de cœur douloureux. Elle ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière, franchissant les portes monumentales du palais pour s'enfoncer dans la nuit froide et indifférente de Paris, courant, non pas loin de quelque chose, mais vers le seul endroit où elle se sentait encore en sécurité. Mathieu resta figé au milieu de la salle, le vide à son bras plus lourd que sa présence. Le triomphe qu'il avait anticipé en l'exhibant ce soir avait un goût de cendre. Il voyait les sourires satisfaits, entendait les chuchotements qui confirmaient sa victoire sur elle, mais il ne ressentait qu'un malaise glacial. Le regard d'Amélie avant qu'elle ne se détourne, un mélange de douleur et d'accusation, s'était gravé dans sa rétine. Pour la première fois, il ne vit pas la femme qui l'avait humilié,
mais une victime de sa propre cruauté. Une vague de regrets aussi inattendue que violente le submergea. Il avait voulu la briser, mais pas de cette manière, pas par le mensonge et la calomnie. Une peur irrationnelle le saisit. Où était-elle partie? Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il quitta brusquement la réception, ignorant les appels de sa tante, et se lança à sa poursuite dans les rues sombres, une quête qui n'était plus guidée par la vengeance, mais par une angoisse nouvelle et dévorante. Elle courut sans se retourner, le velours émeraude de sa robe balayant les trottoirs humides de Paris, une tache de couleur vive et désespérée dans la nuit monochrome. Chaque inspiration était une lame de glace dans ses poumons, chaque battement de cœur un tambourin funèbre annonçant sa chute. Elle ne se dirigea pas vers son ancien appartement, ni vers les hôtels de luxe qu'elle connaissait. Elle prit un taxi pour un quartier populaire qu'elle n'avait jamais traversé qu'en voiture blindée. Un monde de façades grises et de lumières tamisées. Sa destination était un petit immeuble sans prétention, l'adresse de la seule personne en qui elle avait encore confiance. Quand la porte s'ouvrit sur le visage inquiet de Madame Dubois, la nourrice, Amélie s'effondra presque. Derrière la femme, dans la chaleur d'un salon modeste, 2 berceaux attendaient. Elle n'était plus une princesse humiliée. Elle était une mère rentrant chez elle, trouvant refuge auprès de sa seule et unique vérité, sa véritable richesse. Pendant ce temps, Mathieu arpentait les jardins du palais comme un fauve en cage. La fuite d'Amélie avait laissé un vide glacial que même la foule des invités ne pouvait combler. Il avait d'abord ressenti une bouffée de colère, une fureur face à son audace, à ce défi ultime. Mais cette colère s'érodait rapidement, remplacée par une angoisse sourde, presque primale. Il donna l'ordre de fouiller les environs, de fermer les portes, mais il savait que c'était inutile. Elle était partie. La nuit parisienne, qui avait si souvent été le théâtre de ses conquêtes, lui semblait soudain un dédale hostile, une immensité noire qu'il avait avalée. Son pouvoir si absolu entre les murs du palais était dérisoire face à cette absence. Il était un roi sans reine, un vainqueur dans une arène vide. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus puissant, mais simplement seul, hanté par le souvenir de son regard brisé et de son silence accusateur. Les jours se fondirent en une routine clandestine, un cocon de silence et de tendresse. Dans le petit appartement de Madame Dubois, Amélie se dépouilla de son identité de princesse, comme d'un vêtement trop lourd. Elle troqua ses robes de soie contre des vêtements simples et pratiques, ses journées rythmées non plus par les obligations de la cour, mais par les biberons, les berceuses et les sourires édentés de ses enfants. L'odeur des orchidées et du bois ciré fut remplacée par celle du lait tiède et du linge propre. Une paix étrange s'installa en elle. La peur d'être découverte était une compagne constante, un frisson qui parcourait son échine chaque fois que des pas résonnèrent dans le couloir, mais cette peur était contrebalancée par la chaleur de leur petit corps contre le sien, par l'amour inconditionnel dans leurs yeux. Elle était pauvre, traquée, mais pour la première fois depuis des mois, elle se sentait paradoxalement libre, maîtresse de ses gestes et de ses émotions. Mathieu, lui, sombrait dans une obsession froide. La recherche devint systématique, implacable. Il engagea les meilleurs détectives privés, mobilisa ses contacts, fit jouer son influence dans l'ombre. Chaque jour sans nouvelles était une torture, un échec qui ravivait la blessure de son orgueil. Il arpentait les couloirs silencieux du palais, s'arrêtant souvent devant la porte de ses appartements, désormais vides et muets. Le lieu de sa vengeance était devenu le mausolée de sa victoire, un espace immense et glacial qui ne faisait que souligner son absence. Il se surprenait à chercher son reflet dans les miroirs, à humer l'air en espérant y retrouver une trace de son parfum. Sa quête n'était plus seulement celle d'un geôlier cherchant sa prisonnière, mais celle d'un homme cherchant une réponse à la question qui le rongeait. Pourquoi son départ lui causait-il une douleur plus vive que l'humiliation qu'elle lui avait jadis infligée? 3 semaines s'étaient écoulées, 3 semaines en apesanteur dans un monde parallèle. Amélie savait que cette parenthèse ne pouvait durer éternellement. Les économies de Madame Dubois n'étaient pas inépuisables, et le danger se rapprochait chaque jour. Elle passait ses nuits, une fois les jumeaux endormis, à échafauder des plans, à chercher une issue. Fuir le pays, changer d'identité, chaque option semblait plus périlleuse que la précédente. Son pragmatisme d'ancienne femme d'affaires refaisait surface, mais il était désormais teinté de la férocité d'une lionne protégeant ses petits,
Elle n'avait plus peur pour son nom ou sa fortune, mais pour leur sécurité. Elle regardait leur visage endormi, si parfait, si innocent, et elle sentait une force nouvelle l'envahir. Elle avait survécu à la ruine, à l'humiliation, au contrat. Elle survivrait à cela aussi. Elle devait trouver un moyen, non seulement de se cacher, mais de construire un avenir pour eux, loin de la haine et des jeux de pouvoir. Un mois après sa fuite, la frustration de Mathieu était à son comble. Les détectives n'avaient rien trouvé de concret, comme si Amélie s'était évaporée. Ce soir-là, il se tenait dans sa bibliothèque, le dossier de l'enquête posé devant lui, un monument à son échec. C'est alors que son chef de la sécurité entra, le visage grave. Ils avaient enfin une piste. En retraçant méticuleusement toutes ses sorties caritatives, ils avaient identifié une crèche dans le 15e arrondissement qu'elle visitait avec une régularité suspecte. Elle n'y était plus, bien sûr, mais en interrogeant le personnel avec discrétion, un nom était revenu plusieurs fois. Celui d'une femme âgée, une certaine Madame Dubois, qui venait parfois chercher des dons au nom de la fondation et qui semblait bien connaître la bienfaitrice. Ce n'était qu'un nom, une piste fragile, mais dans le silence pesant de la pièce, ce nom résonna comme un coup de tonnerre. Il tenait enfin un fil, la première maille dans le tissu de son secret, et il était déterminé à le tirer jusqu'au bout. Le nom de Madame Dubois résonnait dans le silence de la limousine comme le premier accord d'une symphonie funeste. Mathieu quitta le palais sans un mot pour sa tante, son visage une sculpture de marbre impénétrable. La colère froide qui l'avait animé pendant des semaines s'était muée en une urgence viscérale, une obsession qui brûlait sous sa peau. Il ne cherchait plus une fugitive, mais une réponse à une énigme qui le consumait. La voiture glissait sur les boulevards parisiens noyés de pluie, quittant les lumières dorées des quartiers opulents pour s'enfoncer dans le gris anonyme des arrondissements populaires. Chaque goutte qui s'écrasait contre la vitre semblait laver le vernis de sa puissance, le dépouillant strate par strate de son armure de prince. Il n'était plus qu'un homme guidé par une intuition dévorante, traversant une ville devenue soudainement étrangère, d'un labyrinthe dont Amélie détenait la clé et le secret. Il arriva dans une rue étroite, bordée d'immeubles haussmanniens modestes, dont les façades fatiguées racontaient des histoires de vie simple, si loin de son univers. Le contraste entre son costume sur mesure et le décor humble du quartier était saisissant, une dissonance qui attira sur lui les regards curieux des passants. Pour la première fois, il se sentit vulnérable, exposé, un roi sans royaume. L'adresse que ces hommes lui avaient fournie le mena devant une porte cochère usée par le temps. Il entra dans une cour pavée et humide, l'air chargé d'une odeur de pierre mouillée et de vieilles caves. Chaque pas dans cet environnement inconnu était une descente dans un monde qui n'était pas le sien, un monde où son nom et son titre n'avaient aucun poids. Il gravit les escaliers en bois qui craquaient sous ses pieds, son cœur battant un rythme lourd et anxieux, se rapprochant d'une vérité qu'il sentait à la fois redoutable et inéluctable. Devant la porte de l'appartement indiqué, il s'arrêta. Sa main se leva pour frapper, mais resta suspendue en l'air. Un son lui parvint de l'intérieur, un son si inattendu qu'il figea chacun de ses muscles. Ce n'était pas la voix d'Amélie, ni celle d'un homme. C'était une mélodie douce, presque inaudible, une berceuse murmurée, suivie par le gazouillis cristallin d'un bébé. Un doute insensé, une hypothèse si folle qu'il la rejeta aussitôt, traversa son esprit. Poussé par une force qu'il ne contrôlait plus, il tourna la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Elle s'entr'ouvrit dans un grincement léger, révélant une scène qui allait faire voler en éclats toutes ses certitudes, toutes les fondations de sa vengeance si méticuleusement construite. Il retint son souffle, le seuil de cette porte devenant la frontière entre son passé de haine et un futur qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La lumière douce d'une lampe de chevet éclairait un salon modeste, mais ce ne fut pas la pauvreté du lieu qui le frappa. Ce fut Amélie. Elle était là, assise à même le sol, sur un tapis usé, vêtue d'un simple pull en laine, ses cheveux dénoués tombant sur ses épaules. Elle n'était plus la princesse glaciale ni l'héritière arrogante. Devant lui se trouvait une madone, le visage empreint d'une tendresse infinie, penchée sur deux berceaux où s'agitaient deux petites formes. Elle leva les yeux, et son chant s'éteignit dans un hoquet de pure terreur. Leurs regards se croisèrent, et le monde s'arrêta. Mathieu ouvrit la bouche pour déverser sa fureur, pour lui jeter au visage sa trahison,
mais les mots se brisèrent avant même de naître. Son attention fut capturée par les deux pères dieux qui le fixaient depuis les berceaux. Deux pères dieux d'une couleur si rare, si familière, une couleur ambre, la couleur de ses propres yeux. Le silence qui s'abattit sur la pièce était plus lourd que n'importe quelle parole. Il était fait de la stupeur de Mathieu, de la panique d'Amélie et de l'innocence des deux vies qui venaient de dynamiter leur univers. Lentement, comme un homme marchant dans un rêve, il fit un pas à l'intérieur, puis un autre. Il ne voyait plus Amélie, il ne voyait plus le décor. Son monde s'était rétréci à ces deux petits visages, à ces deux regards qui étaient le miroir du sien, la signature génétique incontestable de sa lignée. La ressemblance était là, dans la courbe d'un front, le dessin d'une bouche, mais c'était la couleur de leurs iris qui criait la vérité. Une vérité impossible, une vérité qui anéantissait le diagnostic des médecins, qui pulvérisait 3 années de douleur et de honte. Qui sont-ils? Sa voix n'était qu'un souffle rauque, une question dépouillée de toute colère, chargée d'un espoir si fragile et si terrifiant qu'il menaçait de le briser. Voyant le choc et le doute dans ses yeux, Amélie sentit la peur se transformer en une fureur protectrice. Elle se releva d'un bond, se plaçant comme une lionne entre lui et ses enfants, son corps entier un bouclier tremblant de défi. « Ce sont mes enfants », lança-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru, chaque mot une barrière qu'elle tentait d'ériger contre l'inévitable. « Ils n'ont rien à voir avec vous. Partez. » Mais ces paroles sonnaient faux, une dénégation vaine face à l'évidence qui brillait dans les yeux des jumeaux. Ils savaient, et elle savait qu'ils savaient. En cet instant, le contrat qui les liait, la vengeance qui les avait opposés, tout cela se dissolvait dans l'acide de cette révélation. Ils n'étaient au plus le geôlier et sa captive. Ils étaient un homme et une femme face à l'impossible miracle de leur passé, liés non plus par la haine, mais par le secret le plus puissant de tous, celui du sang. Le défi dans la voix d'Amélie, si fragile et pourtant si féroce, se brisa contre le silence stupéfait de Mathieu. Sa colère, ce moteur puissant qui avait alimenté sa vengeance pendant 3 longues années, s'évapora comme une brume matinale, sous un soleil impossible. Il ne voyait plus la femme qui l'avait humilié, ni la prisonnière qui lui avait échappé. Il ne voyait que la mère de ses enfants. Lentement, il avança, ses chaussures de luxe semblant déplacées sur le parquet modeste. Il s'agenouilla, non pas devant elle, mais à la hauteur des berceaux, son regard ambre se noyant dans les 4 petits yeux qui le fixaient avec une curiosité innocente. Une larme, unique et brûlante, traça un sillon sur sa joue. « Je croyais. Les médecins avaient dit que j'étais une fin, une lignée brisée. » Sa voix n'était qu'un murmure rauque, une confession dépouillée de tout orgueil. Toute cette haine, toute cette vengeance, c'était pour combler un vide que je pensais éternel, un vide que tu avais, sans le savoir, déjà rempli. Face à sa vulnérabilité désarmante, le mur de glace qu'Amélie avait érigé autour de son cœur se fissura, puis s'effondra en un millier d'éclats douloureux. Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues coulèrent enfin, des larmes de peur, de solitude et d'un soulagement insoutenable. « Je l'ai su après la soirée du gala », avoua-t-elle, sa voix brisée par les sanglots. « Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai cru que c'était une cruelle ironie du destin. Comment pouvais-je te le dire? Toi, un prince face à un diagnostic qui te détruisait, comment aurais-tu pu croire que ce miracle était le tien? J'ai pensé que tu me haïrais, que tu croirais à une tromperie, que tu m'arracherais mes enfants. Mon silence n'était pas un rejet de toi, Mathieu. C'était une tentative désespérée de te protéger de la douleur et de les protéger de ton orgueil blessé. J'ai choisi la solitude pour nous préserver tous les 3 d'une vérité que je croyais impossible à accepter. » Il se releva lentement, chaque mouvement empreint d'une gravité nouvelle. Il s'approcha d'elle, non plus avec l'arrogance d'un conquérant, mais avec l'humilité d'un pèlerin. Il ne la toucha pas tout de suite, la laissant lire dans ses yeux le regret qui le consumait. Il voyait maintenant le puzzle dans son intégralité, son rejet pragmatique, sa fuite, son secret. Tout était un acte d'amour déformé par la peur. Il leva une main tremblante et effleura sa joue, essuyant une de ses larmes avec son pouce. Ce contact si simple fut plus puissant que n'importe quel baiser passionné. C'était un geste de pardon, d'acceptation, une reconnaissance silencieuse de leur douleur mutuelle. « Toutes ces nuits que j'ai passées à te haïr, » murmura-t-il, « j'aurais dû les passer à te chercher. Pardonne-moi, Amélie, pardonne mon aveuglement.
pardonne ma cruauté. » Elle ferma les yeux, s'abandonnant à la chaleur de sa main, un simple hochement de tête scellant leur trêve. Dans le silence de l'appartement modeste, loin des ors du palais, Mathieu prit la décision qui allait redéfinir leur avenir. « Le contrat, dit-il, sa voix ferme mais douce, n'a jamais existé. Il n'était que le reflet de ma blessure, un document né de la douleur et de l'orgueil. Dès demain, il sera brûlé. Je ne veux pas de toi comme ma possession, Amélie. Je veux de toi comme mon égale, comme la mère de mes héritiers, comme la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer, même quand je croyais te détester. » Il prit ses deux mains dans les siennes, son regard intense ne la quittant pas. « Ce n'est pas un ordre, ni une clause. C'est une prière. Rentre au palais avec moi. Non pas comme ma prisonnière, mais comme ma reine. Aidons-nous à construire une famille sur les ruines de nos erreurs. Donnons à nos enfants le foyer et les parents qu'ils méritent, unis non par un pacte de vengeance, mais par une promesse d'amour. » Amélie le regarda, voyant pour la première fois l'homme derrière le prince, l'âme vulnérable derrière le masque de puissance. La peur qui l'avait paralysée pendant des mois s'effaça, remplacée par un espoir fragile mais tenace. Elle savait que le chemin serait difficile, que les cicatrices étaient profondes, mais la vérité qui les unissait désormais était plus forte que toutes les blessures du passé. « Nous ne pouvons pas y retourner comme si rien ne s'était passé, » dit-elle, sa voix retrouvant une partie de son ancienne assurance. « Le monde, ta famille, ils doivent savoir la vérité. Mais ils la sauront à nos conditions. » Mathieu hocha la tête, un respect nouveau dans son regard. « Donne-moi un mois, » proposa-t-il. « Un mois pour préparer le terrain, pour annoncer à ma cour et au monde l'existence de nos héritiers. Un mois pour organiser non pas une réception, mais un véritable mariage, une célébration de notre famille. Nous y entrerons ensemble, la tête haute. » Ils restèrent ainsi, main dans la main, entre les deux berceaux qui contenaient leur avenir. La pluie avait cessé de battre contre les vitres, laissant place à une quiétude nouvelle. Mathieu se pencha et déposa un baiser sur le front de chacun de ses enfants, un geste paternel qui semblait aussi naturel que de respirer. Puis, il se tourna vers Amélie et l'attira doucement contre lui, dans une étreinte qui n'était pas passionnée, mais protectrice, un cercle de chaleur et de promesses. La réconciliation était scellée, non par des mots enflammés, mais par une compréhension mutuelle et une décision commune. Dans un mois, ils affrontèrent le monde, non plus comme adversaires, mais comme des alliés. Le symbole de leur nouveau départ ne serait pas un contrat déchiré, mais une alliance offerte, un geste public qui transformerait la honte en triomphe et la vengeance en un amour enfin consacré aux yeux de tous. Un mois s'était écoulé, un souffle suspendu entre la promesse et sa consécration. La cathédrale était baignée d'une lumière dorée qui tombait en cascade des vitraux centenaires, une poussière d'or dansant dans l'air saturé d'encens et de l'odeur des lits blancs. Amélie avançait vers l'autel, non plus prisonnière d'un contrat mais reine de son propre destin. Sa robe n'était pas le velours émeraude de son humiliation, mais une création de soie ivoire qui semblait tissée de clairs de lune. À ses côtés, Mathieu n'était plus le prince vengeur, mais un homme dont le regard ambre, autrefois dur comme la pierre, brillait d'une tendresse et d'un regret infini. Leurs mains se trouvèrent, un contact qui n'était plus une chaîne, mais une ancre. Devant Dieu et le monde, leurs vœux n'étaient pas des clauses lues à contre-cœur, mais un serment murmuré depuis le plus profond de leurs âmes meurtries, scellant la fin d'une guerre et le début d'une paix durement acquise, une rédemption célébrée par les chœurs angéliques qui s'élevaient vers la voûte. Le moment le plus puissant ne fut pas l'échange des alliances, mais ce qui suivit. Après le baiser qui scella leur union, Mathieu se tourna vers l'assemblée où la duchesse Isabelle, le visage figé dans une expression indéchiffrable de défaite et de respect forcé, les observait. Il fit un signe et Madame Dubois, rayonnante dans une tenue élégante, s'avança, poussant un double berceau orné de satin. Mathieu prit délicatement ses enfants dans ses bras, un dans chaque, et les présenta au monde. « Que voici le prince Alexandre et la princesse Charlotte », sa voix résonnant avec une fierté paternelle qui fit taire tous les murmures. Ils ne sont pas seulement les héritiers de ce trône. Ils sont le miracle qui a guéri nos cœurs, le symbole que l'amour est plus fort que l'orgueil et la vengeance. Dans les yeux ambres de ses enfants, le reflet de son propre regard, il n'y avait plus la marque d'une lignée, mais la promesse vivante d'un avenir bâti sur la vérité et le pardon.
La vie au palais se transforma radicalement. Les couloirs autrefois silencieux, témoins de leur guerre froide, résonnaient désormais des rires cristallins des jumeaux et du bruit de leurs petits pas mal assurés sur les parquets cirés. La grande bibliothèque, où le funeste contrat avait été signé, devint leur salle de jeu. Les livres anciens et précieux partageaient les étagères avec des ours en peluche et des contes de fées. Amélie n'était plus une façade, mais le cœur battant de ce foyer retrouvé. On la voyait souvent dans les cuisines, préparant elle-même les purées de ses enfants, le parfum de vanille remplaçant l'odeur austère du cuir et du vieux papier. Mathieu, de son côté, avait appris à délaisser les dossiers d'État pour s'asseoir à même le sol, construisant des tours de cubes qui s'effondraient dans des éclats de rire. Le palais n'était plus une cage dorée, mais un véritable sanctuaire, un royaume où le pouvoir suprême n'était plus la couronne, mais la chaleur d'une famille enfin réunie. Un soir, en rangeant de vieux documents dans le bureau de Mathieu, Amélie retrouva le contrat original, ses clauses cruelles et sa signature tremblante figée sur le parchemin. Elle le tendit à Mathieu, un fantôme de leur passé douloureux flottant entre eux. Il le prit, le regarda un instant, puis au lieu de le brûler dans un geste de colère passée, il le posa sur la table basse du salon. Il donna un crayon de couleur à Alexandre et un autre à Charlotte. Les enfants, dans leur innocence, commencèrent à gribouiller sur le document, leurs dessins naïfs recouvrant les mots de haine et de soumission. Les lignes de vengeance devinrent des soleils, des fleurs, des cœurs maladroits. Le pacte qui avait failli les détruire était devenu une simple feuille de papier, la première page blanche de l'histoire de leurs enfants. C'était la résignification ultime. Leur amour n'avait pas effacé le passé. Il l'avait transformé en un fondement sur lequel ils construisaient leur avenir. Plus tard dans la nuit, alors que la lune jetait un voile d'argent sur les jardins endormis, ils se tenaient sur le même balcon où Amélie avait si souvent contemplé sa solitude. Mathieu l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule, leur souffle se mêlant dans l'air frais. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit, il y a si longtemps ?» murmura-t-il, « qu'un trône sans héritier est un trône vide. » Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « J'avais tort, » répondit-elle doucement. « Un trône sans amour est un trône vide. Les héritiers ne sont pas une fin en soi, ils sont la conséquence de ce que nous avons enfin trouvé. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser lent, profond, qui ne contenait plus aucune trace de lutte ou de domination, seulement une gratitude infinie et une promesse silencieuse. Leurs ombres, unies en une seule silhouette, se projetèrent sur les pierres du palais, non plus comme celles d'un maître et de sa captive, mais comme celles d'un roi et d'une reine égaux en tout. Leur histoire, née dans l'humiliation et la vengeance, avait fleuri en une légende d'amour et de pardon, prouvant que même les cœurs les plus endurcis peuvent apprendre à se reconstruire. Les cicatrices demeuraient, non comme des rappels de la douleur, mais comme les marques de la force qu'il leur avait fallu pour guérir ensemble, transformant un pacte de haine en un héritage d'amour pour les générations à venir. Si le voyage d'Amélie et Mathieu, des profondeurs du ressentiment au sommet de la rédemption, vous a ému, partagez avec nous dans les commentaires le moment qui a le plus touché votre cœur. Aimez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de la seconde chance et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle épopée passionnée. Votre soutien est notre plus belle récompense.